Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19 heures. Ils se sont connus lors d'un repas de première communion auquel ils assistaient chez des cousins. Michel était mécanicien civil à la base aérienne de Tours. Michel, secrétaire dans un cabinet d'architectes de la même ville. Le 8 octobre 1966, il y a tout juste 50 ans, ils se sont mariés. Une des éditions locales de la Nouvelle République leur consacrait hier un petit article pour célébrer leur noce d'or. La fête, nous dit le correspondant du journal, a été belle et s'est même prolongée le lendemain. Alors des couples aussi durables que celui formé par Michel et Michel sont-ils voués à disparaître ? Tenir ensemble un demi-siècle, voilà qui relève de l'exploit dans un monde où le divorce ne cesse d'augmenter, où près de la moitié des mariages finissent en séparation. Même les couples les plus solides et les mieux assortis ne résistent pas à la tentation de la rupture. Ainsi, Angelina Jolie et Brad Pitt, version hollywoodienne du 1+1 = 1, au point qu'on les avait surnommés les Brangelina. Le couple n'a pourtant plus rien à voir aujourd'hui avec ce qu'il était autrefois. On peut le vivre en dehors du mariage, avec une personne du même sexe, sans pour autant être désavantagé devant la loi. Le choix offert par le droit est large désormais. Pourtant, le couple semble avoir de plus en plus de mal à durer. Alors est-ce parce que cette forme de sociabilité est tombée en désuétude ? Auquel cas faut-il lui donner le coup de grâce ? L'État doit-il abolir le couple ? C'est la question que nous allons poser ce soir à deux invités. Marcella Yacoub, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste, directrice de recherche au CNRS, chroniqueuse à Libération et vous venez de publier La fin du couple aux éditions Stock, dans lequel vous faites ce constat de la fin du couple et vous proposez une alternative, la philanthropie sexuelle comme mode d'organisation de la société. Et pour contrer l'égoïsme qui caractériserait le couple, c'est une idée que vous allez chercher au 19e siècle chez Charles Fourier. Nous aurons évidemment l'occasion d'étudier et d'examiner cette proposition d'alternative au couple. Et pour discuter avec vous ce soir, Tugdual Derville, bonsoir. Bonsoir. Délégué général d'Alliance Vita, qui est une association de sensibilisation à la protection de la vie humaine, qui milite notamment contre l'euthanasie et pour un recours limité à l'interruption volontaire de grossesse. Vous avez été, je ne sais pas si vous êtes toujours d'ailleurs porte-parole de la Manif pour tous. Non, mais j'irai quand même manifester, mais je ne suis plus un des porte-paroles officiels. La manifestation, ce sera le week-end prochain. Vous avez publié cette année également aux éditions Plomb, Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine. Alors avant d'examiner avec l'un et avec l'autre les remèdes qui seraient peut-être bons de dispenser pour gérer cette crise du couple, et cette crise de la conjugalité, il faut peut-être d'abord voir si vous êtes d'accord sur le diagnostic. Je vais commencer par vous, Marcella Yacoub. Je connais déjà un peu la réponse, puisque c'est comme ça que vous ouvrez votre livre. Vous vous dites, voilà, le couple, c'est une structure un peu en déshérence, parce que de moins en moins de mariages, parce que de plus en plus de divorces, parce que de plus en plus de solitude. Oui, et je commence mon livre par un constat. Les Français sont terriblement seuls. Je crois que c'est comme ça la phrase. Et je pense que cette solitude qui croît comme une tache d'huile dans notre société est très liée à la fragilisation du couple, justement. Parce que effectivement, c'est pas simplement le couple qui est dans un état de fragilisation, c'est que la fragilité du couple retentit sur l'ensemble des liens de sociabilité, en fait. Alors d'un coup, on est dans une société où il y a de plus en plus de gens qui sont isolés, qui sont seuls, qui ne parlent à personne, en fait. Moi, je pense que c'est peut-être ça les pires. C'est-à-dire que les effets qui produisent ces couples en déshérence, en fait. Mais le fait qu'il y ait de moins en moins de couples, en tout cas de plus en plus de divorces et de moins en moins de mariages, Marcella Yacoub, on pourrait aussi le voir comme une forme de triomphe, non pas de la solitude, mais de la forme solitaire de la vie en société, une forme de triomphe du célibat. La solitude, c'est quelque chose de négatif. Est-ce que ça n'est pas vécu, au contraire, comme une forme de délivrance, cette fin du couple ? Justement, moi je pense que la solitude, c'est un échec, en fait. C'est une terrible défaite. Et quelque part, les politiques publiques veulent nous faire croire que nous pourrions survivre seuls comme Robinson Crusoe. Et je pense que c'est vraiment le plus grand échec des politiques publiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'État veut nous faire croire ça, que nous pourrions survivre tout seuls. Et même, il se pose comme gardien de tous les liens privés. Ils veulent nous émanciper de tous les liens que nous avons avec les autres. Quelque part, plus nous nous séparons des autres, soit de nos conjoints, de notre famille, etc. Quelque part, on voit ça comme une sorte de triomphe de l'autonomie personnelle contre la servitude, en fait. Et quand en réalité,
on aurait dû penser, si on avait été plus intelligent, que plus on a des liens, plus on est riche en fait. Et qu'on peut s'émanciper sans se séparer des autres aussi. Tugdual d'Herville, est-ce que vous constatez, comme Marcella Yacoub, une forme de triomphe de la solitude qui serait liée à cette perte d'importance du couple? Jusque-là, oui, je suis assez d'accord sur le drame de la solitude, je dirais plus même de l'isolement. Il paraît qu'il y a 4 millions de Français qui n'ont pas 3 conversations suivies par an. Donc il y a vraiment un drame de la solitude, une véritable souffrance. Pour ma part, je pense que le couple est justement, au contraire, une des réponses les plus fortes que la société ait trouvées, et qui d'ailleurs, je pense, est largement elle-même issue de ces couples, hein, pour amortir ces crises, atténuer cette solitude, la compenser, et qu'à l'inverse, la fracture, mais je crois que ça vient d'être dit, la fracture des couples induit de la solitude. Là où peut-être il faudrait relativiser les choses, c'est qu'il y a effectivement une crise du couple, mais tout de même, il y a encore 70% des petits Français qui vivent entre leurs 2 parents, parmi les mineurs. Il y a encore 64% des Français qui considèrent qu'il est possible d'avoir un amour durable pendant toute la vie, un seul. Et donc la valeur forte d'attrait du couple durable, moi ce que j'appelle même l'amitié conjugale, c'est-à-dire qui intègre bien sûr la sexualité à toute la vie, et c'est encore un attrait extrêmement fort, et je ne voudrais pas qu'en désignant la crise, on finisse par jeter le bébé avec l'eau du bain et casser justement ces structures dont nous avons besoin pour humaniser la société. Mais justement, il faut jeter les bébés avec l'eau du bain. C'est ça qu'il faut faire. Parce que je pense que le fait que les gens croient que les couples soient merveilleux, c'est justement une idéologie extrêmement mauvaise, dans le sens où les gens ont des échecs conjugaux et ils pensent que c'est pas la faute de l'institution, mais c'est la faute au fait qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne. Alors on vit avec cette espèce d'espoir stupide, d'imaginer que, en fait, tous les échecs que nous avons eus, c'est dû au fait que, merde, c'est notre faute, on n'a pas eu la bonne personne, ou soit on a des problèmes psychologiques, alors on nous envoie chez les psys, etc. Quand en fait, il y a un problème très grave concernant le couple lui-même, qui n'a plus du tout la même fonction qu'il avait au 19e siècle, même jusqu'aux années 50. Il faut pas oublier que notre couple, c'est en quelque sorte l'ombre de ce qui avait été fondé au début du 19e siècle avec les cours de Napoléon, dans lesquels les femmes avaient un statut, elles étaient assujetties à leur mari, on avait des enfants qui étaient légitimes grâce à cette institution. Voilà. Alors du coup, tout ça s'est effondré, c'est-à-dire que aujourd'hui nous avons l'égalité, nous sommes égales les hommes et les femmes, on n'a pas besoin d'être mariés pour avoir des enfants, qui est un statut juridique légitime, etc. Alors, du coup, les couples, ça sert à quoi? Ça, c'est un peu la question. Ah bah tiens, c'est une question que j'aimerais bien poser à Tugdual d'Herville, justement. Ça sert à quoi, les couples, dans une société où il y a tellement d'autres façons de vivre? Mais ça sert à être heureux, ça sert. Il n'est pas bon d'être seul, on l'a dit au tout début, et le fait de vivre avec quelqu'un, avec une autre personne, eh bien c'est construire. Effectivement, vous avez dit tout à l'heure 1 plus 1 égale 1, moi j'ai envie de dire 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que le couple apporte un plus parce que on conduit sa vie avec un autre, et effectivement, non seulement on se sent moins seul, ce qui est peut-être l'appel initial, mais on construit des choses, on se sent beaucoup plus solide. Pourquoi à deux et pourquoi pas avec beaucoup plus de monde? C'est ça la question. Je pense que il y a je crois, ce qui peut peut-être nous différencier, je crois que dans ce que j'appelle moi l'écologie humaine, eh bien, il y a justement le fait que tout être humain, vous comme moi, et jusqu'à la naissance récente au Mexique d'un bébé avec, entre guillemets, 3 parents biologiques, il y a une parité originelle dans notre engendrement. Et ça dessine, je crois justement, une relation tout à fait ajustée et équilibrée. Je me souviens d'un Africain dans un colloque qui disait, avec le couple monogame, justement, avec le 2, la famille devient un État souverain. Et justement, je crois à un contre-pouvoir par rapport au pouvoir étatique qui est souvent à tendance totalitaire sur nos vies privées. Un État souverain avec l'homme qui est comme un roi, la femme qui est comme une reine, les enfants comme des princes et des princesses, disait-il. Et il continuait à sa façon en disant que le logement est comme un palais. C'est-à-dire il y a une souveraineté dans le couple et là, dans la famille. Vous parlez de la famille du 19e siècle qui a été complètement... Non, qui est comme ça encore que l'homme était le souverain, il frappait la femme, non, j'ai pas dit. violait les enfants. Enfin, c'est ça que vous voudrez
voudriez Non, qu'il non, n'y a non, pas j'ai pas dit ça, Marcella, j'ai pas dit Non, ça. mais écoutez, si vous voulez la souveraineté, vous voulez une obscurité totale de la famille au regard de l'État, Non. vous permettez tous les abus. Non, Heureusement non, qu'on a dépassé tout ça, en fait. Hein. Mais qu'est-ce qui vous fait dire, Marcella Yacoub, qu'aujourd'hui le couple ce serait un endroit où il y a de la, je sais pas moi, de l'adversité, voire de la violence, de l'animosité, et que le bonheur n'y serait pas possible ou n'y serait plus possible? Non, si vous voulez, il y a un problème, je pense que il faut poser, peut-être vous n'avez pas posé d'emblée, le vrai problème dans les couples aujourd'hui, c'est la position féminine, en fait. Pourquoi? Parce que auparavant, les femmes étaient un peu considérées comme des mineurs, comme des incapables au regard de leur mari au 19e siècle. Aujourd'hui, nous avons les mêmes droits, on a même plus de diplômes que les hommes à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qui nous arrive? Nous avons été asservis à cause de notre position dans la maternité. C'est-à-dire que nous nous occupons beaucoup plus, nous avons un rôle beaucoup plus important à l'égard des enfants que les hommes. C'est autour de nous, les femmes, qui tournent la famille, dans le sens la descendance. Alors, au même coup, c'est que nous avons gagné, du point de vue social et politique, nous l'avons perdu en temps et autre chose que nous consacrons aux enfants. C'est-à-dire que les inégalités réelles que nous avons aujourd'hui sont dues à l'organisation de la famille. Donc pour vous, l'émancipation des femmes, elle passe par la sortie du couple. Exact. Les couples est aujourd'hui une source de dépendance pour les femmes. Les couples servent à ce que les femmes accomplissent un projet de maternage, que j'appelle les maternages, alors que un État soucieux de l'égalité entre les sexes aurait dû prendre en compte toute la tradition un peu critique du 19e siècle qui disait quoi? Qui disait que tant que les femmes vont continuer à s'occuper des enfants, à les élever elles-mêmes, les inégalités entre les sexes ne vont pas disparaître. En gros, il faut terminer avec l'éducation privée des enfants telle que nous la connaissons aujourd'hui. De Alderville, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous considérez que le couple n'est pas la structure adaptée pour organiser cette égalité des sexes, à laquelle je ne sais pas si vous souscrivez ou pas d'ailleurs? Si je ne me trompe pas, Marcella Yacoub vient de dire, et je l'ai lu dans son livre aussi, qu'il s'agirait finalement de faire élever les enfants par une entité sociale extérieure au couple. Moi, j'y vois un immense danger, déjà décrit dans certains totalitarismes, hein, arracher l'enfant aux déterminismes familiaux, comme le disait à une époque Vincent Peillon, pour les élever dans une structure étatique, c'est un immense danger. Et pour moi, au contraire, effectivement, au sein du couple, il y a une dissymétrie, c'est vrai. Une égalité, une égale dignité, mais une dissymétrie. Elle vient de la réalité de notre corps, de notre culture aussi, sans doute, qui est extrêmement liée à notre corps. Le fait pour moi de séjourner longuement dans le corps d'une femme avant de voir le jour, et qui que nous soyons, nous l'avons vécu cette expérience qui est extraordinaire et qui est propre à la mère, à la femme, eh bien, induit une dissymétrie. Le lait maternel n'est pas un lait paternel, ça induit une dissymétrie. Est-ce que cette dissymétrie est pour autant une discrimination à l'égard des femmes? Je ne le crois pas. Et je crois qu'il faut que nous trouvions effectivement dans la répartition des tâches, dans le respect notamment des femmes par rapport à cette violence. J'ai lu aussi ce que vous exprimez sur la violence des hommes, et pour ma part, dans la façon de concevoir la sexualité et la relation homme-femme, je la conçois, eh bien, dans le respect absolu de l'autre, dans le travail pour lutter justement contre toute forme de violence, toute forme de manipulation, toute forme de toute façon, domination. La grossesse est quelque chose qui va disparaître bientôt. La grossesse naturelle, on est en train de mettre en place des machines pour remplacer la grossesse féminine, qui est une servitude, il faut pas l'oublier. On essaye de nous faire penser que c'est quelque chose de merveilleux, et en fait c'est une grande servitude, la grossesse. Et vous imaginez tirer des droits et créer des statuts sociaux à cause d'un État qui va disparaître. C'est-à-dire que la grossesse, c'est quelque chose qui aura été peut-être un souvenir douloureux d'ici quelques générations, en fait. Là est notre désaccord sans doute assez flagrant, parce que je crois justement que, alors que nous nous préoccupons légitimement de l'avenir de la planète à léguer aux générations futures, il faut se préoccuper, et quand j'entends Marcella Yacoub exprimer ce prophétisme, entre guillemets, sur l'utérus artificiel ou l'ectogénèse, j'ai envie de dire, justement, c'est le moment
de protéger les murs porteurs de notre anthropologie pour les léguer aux générations futures. Un enfant né dans une machine, comme l'a décrit Orwell en son temps, est privé du droit fondamental justement de naître. Moi, je n'arrive qu'à une chose, c'est que l'humanité que nous connaissons aujourd'hui, des gens qui sont nés par la grossesse avec des pères et mères, etc., disparaissent. Vous imaginez, ça a donné lieu à Auschwitz, à Hiroshima. Cette humanité que nous connaissons est affreuse, en fait. Alors, je pense qu'il faudrait faire quelque chose pour la changer. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut vouloir conserver cette atrocité qu'est l'espèce humaine telle qu'elle est aujourd'hui. Moi, je peux faire mon chien à l'espèce humaine. Oula, c'est assez, je sais pas, moi, mon chien, c'est beaucoup plus intéressant. Franchement, vous ne pouvez pas faire l'éloge de l'espèce humaine, une espèce prédatrice qui est capable de toutes sortes de cruautés. Vous savez, la seule chose qui peut racheter l'humanité de sa cruauté et de sa monstruosité, c'est sa capacité d'artiste, sa capacité de créer des choses. Mais du point de vue moral, il n'y a rien à faire. Alors, si on fait des machines et on change dans les sciences sociales pour changer la monstruosité que nous sommes, moi, je trouve toujours que c'est la bienvenue et non pas quelque chose qu'il faut craindre, en fait. Moi, je nous trouve beaux. Et je vous trouve belle, et je pense que vous êtes bien meilleur que ce que vous dites de l'espèce humaine, heureusement. Ma chienne est mieux que moi, je vous assure. Oh, mais j'aime beaucoup les animaux, j'ai des poules, et quand je vois le comportement du coq dans le poulailler, je crois que nous n'avons rien à... la bestialité des bêtes n'est pas à imiter, justement. Ils n'ont jamais invité. Est-ce que vous avez vu Auschwitz chez les Vêtes? Non, mais est-ce que vous avez vu Hiroshima chez les Vêtes? Je suis comme vous effrayé par la capacité de l'homme à faire le mal, évidemment, mais de là à vouloir effacer la grossesse, qui est le lieu de ce que moi j'appelle l'anthropologie du don, le lieu justement où notre vie a été reçue comme un don. Nous ne l'avons pas choisi, certes, elle nous a été donnée par une hospitalité biologique, l'utérus maternel, par les soins vitaux que nous avons reçus étant enfants. On a pris soin de nous. On nous a conduits à la vie parce que le petit être humain a besoin durablement d'être protégé, sinon il mourrait. Et cette anthropologie du don, c'est ça qui décide, il y a je pense, 700 enfants par an qui meurent en France des coups des parents. Mais oui, mais il y avait aussi 10 000 enfants abandonnés à l'époque de Saint-Vincent-de-Paul et qui les a accueillis. Et c'est à nous, bien sûr, de lutter contre ce type de maltraitance. Alors, votre dialogue est très, très intéressant, raison pour laquelle on m'entend particulièrement peu ce soir. Mais alors, vous avez évoqué le statut de la maternité dans le couple. Mais justement, revenons à cette question du couple avec une autre question qui est extrêmement importante par rapport à cette crise que vivrait cette institution. C'est la question du statut de la sexualité. Est-ce que une des crises du couple peut s'expliquer par le fait que la sexualité et le couple soient à ce point imbriqués aujourd'hui statutairement et légalement. Oui, il y a un grand paradoxe aujourd'hui avec la sexualité dans les couples parce que j'ai le sentiment que, enfin, c'est pas les sentiments, c'est peut-être quelque chose qu'on peut constater même avec des études qui ont été faites à ces propos, c'est que, par exemple, la fidélité conjugale a beaucoup plus d'importance aujourd'hui, peut-être qu'elle ne l'avait dans les années 30 ou au 19e siècle ou dans les années 50, etc. Parce que les couples est très fragile, est devenu une institution très fragile, dont les fonctions sociales sont très limitées. Alors, du même coup, effectivement, la sexualité a pris une place extrêmement importante, alors que, en fait, la fidélité naturelle, l'attirance sexuelle des deux personnes, selon les biologistes, dure que 30 mois, en fait. Et on peut considérer peut-être d'ailleurs justement, alors à l'inverse de ce que vous venez de dire, Marcella Yacoub, que l'infidélité peut être structurante et solidifiante pour le couple. Je voudrais vous faire écouter juste un extrait d'un reportage qui avait été diffusé sur France Bleu en 2014, un reportage signé Tiffaine Morin, reportage dans un club échangiste, et on a gardé le témoignage du responsable de ce club échangiste près de Poitiers. Le club libertin, quand je dis que c'est sain, il y a une raison pour laquelle je trouve que c'est sain, c'est que quand vous venez en couple, alors là je vais faire la différence parce qu'il y a des couples, des hommes seuls et des femmes seules. Quand vous venez en couple, c'est que vous avez une énorme confiance en votre partenaire et vice versa, ça veut dire que vous êtes un couple très solide. Et en règle générale, les couples libertins sont les plus solides qu'on trouve. Ils peuvent pas se quitter pour un problème de sexe, ça c'est clair. Moi je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis pas du tout d'accord. Enfin, c'est pas du tout ça dont je parle dans mon livre. Je pense que le libertinage, c'est pas du tout dont je parle. Quand je parle de la philanthropie, ça n'a rien à voir avec le libertinage, qui est, hélas, très lié à la structure de notre couple actuel. En fait, c'est une sorte de réaction ou de réponse à la structure actuelle du couple qui est liée effectivement à une façon pour les gens qui vont de maîtriser leur jalousie, ou soit pour pouvoir s'étromper sans heurter l'autre, etc. Et moi, je pense que les couples libertins, en général,
sont des couples qui vont se séparer dans pas longtemps. Enfin, c'est pas du tout une solution pour la crise des couples, le libertinage. Sur la question de l'infidélité, Tugdual Derville, est-ce que vous y voyez une menace pour le couple, ou bien est-ce qu'une infidélité qui serait bien organisée, voire légalement organisée, aurait peut-être justement la possibilité de réduire cette crise du couple en servant un peu de soupape, disons, de sécurité, voilà, pour les pulsions sexuelles qui peuvent exister aussi en dehors de la vie de couple? Moi, je pense qu'on vit dans une époque de liberté et sans doute le mariage d'amour, le véritable mariage d'amour est finalement assez récent. C'est la thèse de Gérard Leclerc dans son essai L'amour en morceaux. Et donc, effectivement, nous vivons le couple au risque de l'amour. Et je crois que c'est un facteur d'humanisation de notre société. Que justement, sexualité, amour, fidélité et fécondité deviennent attrayants et éventuellement difficiles à vivre. Là où Marcella Yacoub, dans ce qu'elle vient de dire, je dirais, me choque ou là où j'ai un point de désaccord très flagrant, c'est quand elle fait appel, lorsque vous faites appel au biologiste pour dire que l'attrait sexuel dure 30 mois. Là, pour moi, c'est typiquement le type de parole performative qui risque de décourager, de déstructurer la société, alors qu'il y a tant et tant d'exemples de couples qui ont une vie chaotique, avec des difficultés, avec des crises, avec, utilisons des gros mots, parfois du pardon, mais aussi souvent avec une fidélité sexuelle complète et qu'ils vivent un véritable épanouissement. Comment est-ce possible qu'ils vivent cet épanouissement sur 10, 20, 30 et 40 ans, qu'ils continuent à avoir des relations sexuelles durablement et à éprouver l'un pour l'autre le désir? Mais c'est parce qu'ils vivent une sexualité intégrale, qui intègre tout leur être, toute leur personne dans les fragilités, dans le dialogue, dans l'affectivité. Et effectivement, l'idée d'un sexe, je dirais, déconnecté de l'affectivité, si j'ai bien compris, c'est celui dont vous faites la promotion, et y compris... je fais la promotion, moi j'ai pas une entreprise, je ne vends pas des produits. De vous parler, un sexe qui serait déconnecté de l'affectivité, effectivement, je pense, est extrêmement blessant. Je sais pas où est-ce que vous avez sorti ça. Moi, je n'ai pas des... Moi, c'est ma théorie, si je parle des Fourier, par rapport aux théories de Charles Fourier, c'est pas du tout cette promotion des dont vous parlez, en fait. Moi, je trouve que malheureusement... Aujourd'hui, les femmes et les hommes ont un rapport à la sexualité qui est complètement différent. On essaye à tout prix de faire que les femmes lient la sexualité à l'émotivité et à l'amour, alors que les hommes sont libérés de ça. Et ça s'explique par la fonction même du couple, c'est-à-dire que les femmes cherchent un homme, un compagnon, pour avoir un père pour leurs enfants, notamment pour les partenaires maternage. Les hommes ont beaucoup plus de temps pour réaliser un projet parental que les femmes. Et même coup, les hommes, quelque part, profitent du désir des femmes de trouver à travers les sexes un mari ou un père, etc. Du coup, il y a des attentes différentielles et les femmes, malheureusement, encore, il y a des études faites auprès des adolescents aujourd'hui qui montrent qu'encore le stigmate de la pute et de la femme honnête existe encore au regard des femmes, c'est-à-dire que les femmes sont soumises à ces doubles jugements dont on pensait qu'on aurait pu s'en passer après la révolution des mœurs. Les hommes ne sont pas du tout soumis à ces doubles jugements. Et en quoi ça consiste? C'est plus du tout vierge ou pas vierge avant les mariages, etc. C'est aujourd'hui à coucher avec ou sans sentiment. Et j'insiste, ça s'applique qu'aux femmes et pas aux hommes. Ça, cette différenciation, elle existe dans le cadre des couples hétérosexuels, mais comment est-ce que vous envisagez votre approche dans le cadre des couples homosexuels? Parce que là, il n'y a plus de différenciation sexuée. Oui, mais les couples homosexuels ont absolument imité les modèles hétéros et en général, on voit des fois c'est assez caricatural l'imitation des rôles masculins et féminins dans les couples homosexuels. Mais est-ce que ça n'est pas justement la preuve de l'attrait important du couple, c'est-à-dire à tel point je pense que il y a eu des manifestations pour obtenir le mariage pour tous? Ça a été obtenu, mais moi je ne m'oppose pas à ça, mais je vais dire simplement c'est que je pense que les homosexuels réagissent. Ce qu'ils ont en tête, c'est plutôt un désir d'être comme les autres, être normaux. Ils ont été persécutés pendant longtemps, ils ont été discriminés, traités comme des anormaux. Alors ils cherchent à être normaux, à qu'on les accepte. Mais moi, si vous voulez, je pense que même s'ils ne l'ont pas cherché de cette façon-là, mais ils ont donné une sorte de caution à ces institutions moribondes qu'est les couples hétérosexuels à travers leurs revendications. Moi, je ne les accuse pas parce qu'ils ont été trop maltraités pendant longtemps. Alors, leur désir de normalité, on les comprend. Mais
je pense que moi j'aurais espéré, en tant que groupe persécuté, qu'ils aient eu une attitude un peu plus subversive et de nous aider, nous les hétéros, à peut-être construire une autre forme de conjugalité, un autre monde que celui des mariages, en fait. Là où je suis d'accord avec la première partie de votre intervention lorsque vous dites qu'il y a effectivement une approche certainement très différenciée de la sexualité, notamment chez les plus jeunes, et qui est la source de discrimination, de blessures et d'injustice, notamment à l'endroit des filles. Mais je crois qu'effectivement pèse, et sur le plan étatique, une injonction extrêmement paradoxale, une double injonction sur les jeunes. Injonction à entrer très tôt dans la vie sexuelle et injonction à ce que cette vie sexuelle soit sans conséquence, ni MST, ni grossesse. Et là, je pense qu'on les blesse. Et ça explique notamment cet éclatement de la sexualité, coupé de l'affectivité, coupé de la fécondité. Mais pourquoi vous voulez qu'elle soit liée à l'affectivité? Ça peut être avec ou sans. Oui, mais justement. Mais les sexes, c'est une expérience un peu trop complexe pour la réduire à une seule chose. Vous pouvez avoir une relation sexuelle avec quelqu'un que vous aimez. Vous pouvez aussi, surtout pour les personnes jeunes, je pense que et même les personnes non jeunes. Enfin, c'est une expérience qui dépasse la conjugalité, en fait. Est-ce que pour vous, oui. justement, Tocqueville Derville, ça voudrait dire que pour sauver le couple, il faudrait peut-être inciter, voire obliger à ce que les relations sexuelles aient lieu uniquement, en tout cas en priorité, dans le cadre de la conjugalité? On ne peut rien obliger, mais je crois qu'il faut entendre le désir profond des cœurs. Et là, peut-être qu'on peut avoir un désaccord, mais il me semble que le désir profond des cœurs est cet amour durable, et cet amour global qui intègre tous les espaces de notre personne. Je crains qu'une promotion d'une sexualité éclatée, hygiéniste, celle qui est faite largement d'ailleurs par l'État dans les cours d'éducation sexuelle aujourd'hui, qui coupe ces informations de la dimension de la personne dans sa globalité, eh bien ça se fasse au détriment des filles qui effectivement subissent ce paradoxe qu'elles sont insultées lorsqu'elles sont entre guillemets considérées comme faciles et qu'elles sont méprisées lorsqu'elles sont considérées comme coincées. Alors ça n'est pas la sexualité telle que vous la défendez dans votre livre, Marcella Yacoub, la fin du couple. Vous, la sexualité que vous défendez, donc on va revenir, hein, puis même si on l'a abordé par petites touches, à ce que proposait au début du 19e siècle Charles Fourier avec cette philanthropie sexuelle et alors une société hiérarchisée dans laquelle la vie en couple serait le plus bas niveau, on va dire, de sociabilité, parce que ce serait le niveau le plus égoïste, c'est-à-dire on dépense de l'énergie uniquement à son propre profit et au profit de l'autre personne du couple, mais ça ne profite pas à l'ensemble de la société. Et puis, tout au-dessus, au sommet de la hiérarchie, des personnes qui se sacrifieraient pour donner du leur, c'est-à-dire donner leur corps pour permettre à ceux qui n'ont pas accès au sexe d'y avoir accès. Est-ce que j'ai bien résumé les choses à peu près? En quelque sorte, oui, c'est un schéma en fait. Moi, je trouve intéressant que c'est ni un appel à la libération sexuelle, ni un appel au retour au mariage et aux formes conservatrices d'union, mais c'est le fait d'imaginer qu'on peut construire peut-être que le sexe soit le lieu, un socle du lien social nouveau, et qu'il n'y a aucune personne qui soit dans la misère sexuelle qui soit laissée du côté. Et c'est pour ça que Fourier avait pensé à créer un minimum sexuel obligatoire, comme il y a un minimum d'insertion, je sais pas comment ça s'appelle, le revenu. Il y a le RMI, le RSA, oui, le minimum vieillesse, enfin voilà. Exact. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que ce soit pas seulement la cour d'amour qui s'occupe de la philanthropie, c'est-à-dire de donner du plaisir aux malheureux, mais qu'il y ait peut-être une nouvelle manière de concevoir la sexualité qui passe que chacun d'entre nous puisse avoir du sexe pour soi-même et aussi par générosité. C'est-à-dire que quelque part, les sexes soient un peu comme les travails ou comme la générosité, la générosité sexuelle soit comme ce qu'on peut donner avec le travail ou avec notre argent, qu'on puisse aussi être généreux dans les domaines sexuels. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on vous considère comme quelqu'un de très très gentil quand vous donnez votre argent pour les gens qui n'ont pas, ou bien on vous oblige à donner une partie des gains que vous avez dans votre travail pour la collectivité. Mais si jamais vous osez imaginer que vous allez être généreux sexuellement, on vous considère comme un fou. Et moi, je pense que c'est très intéressant, les modèles de Fourier, peut-être pas tellement comme une société vraiment réalisable, mais pour nous regarder nous-mêmes, pour regarder ce que nous avons construit dans notre modernité sexuelle par rapport à la question du plaisir, de la jouissance, etc., que on l'a construit comme quelque chose d'extrêmement égoïste et séparateur. Le sexe sert
a été un outil qui nous a séparés des autres depuis les années 70. Faut-il élargir la générosité à la sexualité, Tugdual Derville? Pourquoi pas? C'est vrai, finalement. Je crois que le sexe est ce qui, effectivement, est un lien extraordinaire entre les personnes. Mais au fond, pourquoi est-ce que le sexe n'a pas le statut d'un don généreux, y compris d'une rencontre humanitaire, d'une visite, etc. Pourquoi il n'a pas ce statut? Parce qu'en fait, il est encore plus sacré, peut-être, et plus important que ce qu'exprime Marcella Yacoub. À mon avis, il est d'une telle importance, il résonne tellement dans l'identité profonde de chacun qu'effectivement, il est fait pour le don, mais le don global. Il est fait pour l'engagement. Ah bah le don global, donc vous partagez ce que dit Marcella Yacoub. Il est fait pour la fidélité. Il est fait pour la fidélité. Et c'est le Parce que la fidélité, ça n'est pas une forme d'égoïsme par rapport à cette notion de don global. Je crois que justement les couples fidèles structurent la société. On peut l'exprimer sur le plan strictement économique lorsqu'on voit à quel point le non-couple est douloureux pour chacun et provoque un certain nombre de difficultés, de douleurs. À quel point le couple. Mais c'est parce qu'on n'a pas d'alternative. Oui, non, mais on n'a pas d'alternative. On a un marché des monopoles. Ils sont dans un monopole. Alors, je crois que ce que vous dites, le problème, c'est que vous êtes complètement indifférent à l'échec de cette forme. Enfin, vous pensez que pour tout le monde, le sexe est quelque chose de sacré? Non, il y a des gens pour qui c'est pas sacré. Et vous avez une opinion sur la question. Mais vous ne pouvez pas l'imposer à tout le monde. Vous en avez une aussi, et vous pourrez pas non plus l'imposer. Vous savez, je n'ai aucune. Moi, j'observe. Je n'ai pas des conceptions particulières. Je pense que vous avez une conception qui s'exprime avec beaucoup de brio dans votre livre, et vous l'avez exprimé ici même. Et je pense que ce schéma que vous avez exprimé est extrêmement dangereux. Mais c'est quel schéma? Je comprends pas, parce que moi je n'en vois pas en fait. Si vous avez exprimé le schéma en reprenant Charles Fourier quand même, non? Si, vous l'avez exprimé avec force, puis j'ai lu votre livre avec attention. Mais est-ce que ce ne serait pas des formes qui pourraient cohabiter? C'est-à-dire plutôt que de choisir l'une ou l'autre. Enlever l'enfant à ses parents pour que l'État l'élève. Disons, il y a la question aussi derrière de la prostitution, pour laquelle vous considérez qu'elle doit être valorisée. Alors non, que mais moi, c'est le contraire que j'ai dit dans les livres. Justement, si c'est du don, il n'y a pas d'échange marchand. C'est le contraire de la prostitution. Vous avez pris position dans ce sens, mais non, je pense que là où se situe peut-être notre différence, c'est que cette sexualité que vous mettez, je pense, comme un élément extrêmement important du lien entre personnes, je suis d'accord là-dessus, c'est tellement important que ça engage toute la personne. Et qu'effectivement, cette idée, et vous l'avez exprimé, que la sexualité pourrait se déployer d'une manière anodine, d'une manière indolore, en étant coupée de l'affectivité, pour ma part, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cela, bien sûr, mais pour ma part, je pense que c'est une idée dangereuse dans la mesure où ensuite... l'affectivité, on peut aimer beaucoup des personnes en même temps. C'est pas le modèle de Fourier disait on peut avoir 5, 6, 7 ou 8 relations en même temps, et on peut aimer tous ces gens-là, et on peut aimer les gens qui nous ont donné du plaisir et du bonheur toute notre vie, en fait. Pourquoi mais après tout, Marcella Yacoub, dans le modèle que vous décrivez, qui est donc celui de Charles Fourier, est-ce que la vision du couple telle que la défend ce soir Tugdual Derville n'a-t-elle pas sa place, elle aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas aussi considérer que, pourquoi pas, si le couple répond à certaines aspirations non, mais moi, personnellement, si j'étais gouvernant, que je vais faire des lois moi-même, je n'obligerai personne à quoi que ce soit, en fait, dans ces domaines. Vous n'obligeriez personne, mais est-ce que vous rendriez plus difficile la vie en couple par rapport à une vie Non, moi je pense que les gens abandonneraient les couples par eux-mêmes, parce qu'il y aurait bien d'autres propositions des vies qui seraient plus attirantes, en fait. Moi je pense que dans ces domaines, il faut jamais obliger quiconque, en fait. Il faut justement, à côté du couple monogame, je pense que le couple monogame disparaîtrait grâce à l'attrait qui pourrait avoir les formes plurielles des relations, en fait. Vous savez, vous connaissez l'adage, la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est le grand risque. Le couple sans amour, qui à mon avis dessèche, qui est desséchant, qui est facile, qui est très vite humiliant, notamment pour le plus fragile, qui aboutit très vite à des répudiations sans préavis du plus faible et du plus fragile. Ce couple-là, il risque vite de l'emporter face à l'exigence d'un couple qui travaille son amour et qui travaille sa fidélité. Et ça demande de travailler sa fidélité, de ne pas céder justement à toutes ces images désespérantes ou ces images fragilisatrices de ce que Bauman appelle la société liquide, où on devient des individus, des atomes qui ne sont pas reliés. Mais est-ce que ces formes, finalement, que vous défendez l'un et l'autre, Marcella Yacoub et Tugdual Derville, elles n'existent pas aujourd'hui grâce, justement, à l'intervention de l'État, en tout cas grâce à l'intervention de la loi? C'est-à-dire qu'on peut vivre en couple de manière extrêmement différente, couple
homosexuels mariés, couple hétérosexuel concubin. Il y a la coparentalité qui a été organisée. On peut vivre aussi seul. On peut vivre dans la monoparentalité en ayant peu ou prou les mêmes droits. Est-ce que finalement l'État n'a pas organisé cette non, pas du tout. liberté d'organisation? Même avec les Pacs, il aurait pu justement créer des liens à plusieurs personnes, par exemple à 3, 4, 5. Ils n'ont pas voulu. On vit toujours dans l'ombre du mariage bourgeois du 19e siècle, en fait, avec des atténuations, des réaménagements, mais les couples comme ça, ces couples fragiles et les modèles et toutes les autres formes, on ne peut même pas, si vous vouliez, par exemple, faire une association avec 3 ou 4 ou 5 personnes pour la vie domestique, etc. Vous ne pourriez pas les faire parce qu'il n'y a pas des cadres susceptibles pour faire ça. Vous avez les couples ou la solitude. Est-ce que ça veut dire que pour vous, Marcella Yacoub, puisqu'on parle aussi de l'intervention de l'État ce soir, est-ce que l'État devrait autoriser toutes les formes, alors de couple, de troupe, enfin en tout cas voilà, d'organisation et de vie en communauté? Est-ce que ça devrait être ça son intervention, c'est-à-dire plutôt que de fixer des cadres précis, Bien sûr, permettre l'existence de tous les cadres imaginables? Exact. Je pense que c'est devrait sans avoir restriction. Sans restriction, sauf effectivement la violence mais en dehors de ces cas de violence, je pense qu'on devrait laisser la société civile inventer elle-même les meilleures façons de vivre. Aujourd'hui, l'État a un tel rôle de défense des uns envers les autres. Il nous a tellement isolés les uns des autres que nous sommes devenus un peuple incapable d'inventer de nouvelles formes de vie. En fait, on a l'impression qu'on est tous d'accord avec cette idéologie douloureuse et absurde, romantique du couple conjugal, en fait. Est-ce qu'il ne faut pas davantage faire confiance aux citoyens qu'à l'État pour laisser les gens s'organiser comme ils ont envie, Hugues de Alderville? Je ne sais pas si Henri Cattet m'autorise à répondre à la question que vous avez posée avant, parce que l'État a une influence effectivement en facilitant ce qui liquéfie la société. Le Pacs d'ailleurs étant beaucoup plus liquide, puisqu'on se fait répudier par un Pacs, par une lettre recommandée, que le mariage. Eh bien effectivement, il désavantage qui? L'enfant. Il faut regarder, quand on regarde le couple, inévitablement l'enfant. Nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme, pas toujours d'un couple parental, je l'entends, il y a toutes sortes de façons de procréer, et moi je pense qu'il faut retourner à nos fondamentaux, à ce que nous avons hérité non pas depuis le 19e siècle, mais depuis la nuit des temps, le fait d'être né de cette parité. Donc s'il faut sauver le couple, c'est au nom de la protection de l'enfant. Et bien parce que le couple est là aussi, en tout cas dans sa sexualité, justement, dans sa fécondité. Il faut terminer avec les couples pour protéger les enfants, parce que c'est une honte que dans une démocratie, on naît dans des cadres si différents, c'est-à-dire qu'il y a certains qui ont la chance de naître dans des familles aimantes, intelligentes, attentionnées, et d'autres qui naissent dans la violence, dans les coups, dans les mépris des parents, et même, je parle pas simplement des différences économiques, je parle des différences psychologiques. Dans les couples, il y a des gens qui ont la chance de naître là où, dans un bon cadre et les autres non. Une démocratie ne peut pas commencer comme ça, ne peut pas créer des telles inégalités. Mais Alderville va vous dire au contraire, c'est le risque du totalitarisme. C'est l'utopie d'Huxley qui se dessine. C'est-à-dire l'étatisation de la procréation, c'est le pire qui puisse arriver aux enfants. Effectivement, comme vous, je suis contre toute forme de maltraitance, mais il y a justement, dans l'autorité conjointe, dans l'autorité dissymétrique entre une femme et un homme qui ont inévitablement avec leur enfant des relations dissymétriques du fait de leur identité personnelle, il y a la meilleure chance d'épanouissement. Et donc il y a, à mon avis, cette nécessité de protéger le couple pour l'enfant et bien sûr de lutter contre toute forme de maltraitance et d'inégalité. Est-ce qu'au moins le grand intérêt du livre de Marcella Yacoub, enfin c'est pas le seul, mais au moins à sa lecture, Hugues de Alderville, même si vous n'en partagez pas beaucoup des constats, ça n'est pas à un moment donné aussi se forcer à s'interroger sur un modèle qui est présenté comme le modèle qu'on n'interroge plus justement, qui est celui du couple. C'est-à-dire que soit je le vois comme de l'agite propre, entre guillemets, et c'est-à-dire avec le risque effectivement de liquéfier davantage la société, soit je le vois plutôt derrière des choses sur lesquelles je suis intéressé, la solitude, le fait de montrer l'importance de la sexualité, là je suis d'accord. Par contre, pour moi c'est plutôt voir avec ce livre jusqu'où va la logique, jusqu'à quel totalitarisme, dont vous êtes certainement innocente dans votre pensée, mais quand je lis ces lignes, quel totalitarisme va une société qui nierait les fondamentaux de l'écologie humaine. Quand je vous entends, j'aimerais bien liquéfier la société, franchement.
C'est pas avant tout un exercice intellectuel que vous êtes livré quand même, Marcella Yacoub. Si, un peu, c'est pas, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, vous ne croyez pas forcément à l'avènement de cette société-là, mais ça mérite peut-être d'y réfléchir et c'est ce que vous avez fait, en tout cas tous les deux, ce soir. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion, c'est déjà terminé. Tugdual Derville, Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine, publié chez Plomb. Marcella Yacoub, La fin du couple aux éditions Stock. Émission que vous pourrez réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez la podcaster pendant 1 an et la commenter sur notre site ou sur le fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Isolde Sicard, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Cyril Baer. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Jean Frédérix. Demain, ce sera Mélanie Chalandon qui présentera le Grain avec cette question: accord de Paris sur le climat, les engagements seront-ils tenus? Pour ma part, je vous retrouve après-demain, jeudi, donc pour une émission spéciale à Beyrouth consacrée à la crise syrienne. Tout de suite, c'est le sommaire de ping-pong avec Mathilde Serrel et Martin Kénéen. Bonsoir à tous les deux.